Parasite, de Nicolas Framont, lu par Nicolas Matisse. La réponse sociale semble parfois résonner comme une caricature, un cliché venu des temps anciens, associé à des images d'archives et difficilement applicable à la situation que nous vivons. L'analyse de la domination en termes de classe sociale, intriquée dans un mode de production, le capitalisme, n'a pourtant cessé d'être renouvelée, questionnée, rénovée au fil des décennies. Mais celles et ceux qui portaient cette grille de lecture ont été constamment pourchassés, physiquement ou idéologiquement, par l'ensemble des gouvernements du monde. Dans le même temps, à l'est de l'Europe, la prise en compte de l'existence des classes sociales était pervertie au profit de régimes autoritaires et totalitaires qui s'en sont servis pour asseoir leur domination sur des peuples. J'adhère profondément à cette vision du monde. Elle est la seule qui nous permette de comprendre l'économie, la politique, mais aussi ce qui influence et encadre nos vies individuelles. C'est une vision réaliste de la vie économique et sociale, à rebours de la vision libérale qui ne repose sur rien d'autre que des croyances bien arrangeantes pour celles et ceux d'en haut, et humiliantes pour ceux d'en bas. Ceux qui dominent notre pays comme le reste du monde font partie d'une classe sociale qui s'appelle la bourgeoisie. À l'origine, les bourgeois sont les habitants des villes au Moyen Âge. Dominés par l'aristocratie, ils s'en sont progressivement émancipés à mesure que leur richesse et leur pouvoir augmentaient. L'histoire a apporté quelques coups d'accélérateur à ce processus. La colonisation de l'Amérique et l'asservissement des Africains au sein de ce que l'on appelle poliment en cours d'histoire le commerce triangulaire en font partie. Nombre de grandes fortunes régnant encore sur notre vie économique et politique se sont constituées au XIXe siècle, après la Révolution française, et alors qu'une doctrine libérale s'installait dans le pays. L'aristocratie n'était plus propriétaire de la France et du monde. La bourgeoisie connaissait son heure de gloire en mettant au travail toute une partie de la population dans des centres urbains en expansion constante. Non sans résistance. Si la bourgeoisie avait pu compter sur les petits artisans, ouvriers et paysans pour mener sa révolution, cette alliance de classe n'a duré en France que jusqu'en 1848. En juin de cette année, la classe bourgeoise désormais débarrassée de la monarchie organisera la répression sanglante du mouvement ouvrier naissant, causant des milliers de morts et détruisant le rêve d'une république sociale. La bourgeoisie a prospéré de l'exploitation du travail des autres. C'est parce qu'elle dirige le travail et qu'elle en tire les fruits qu'elle augmente sa richesse et son pouvoir. Et c'est parce qu'elle est riche et qu'elle a du pouvoir qu'elle peut prétendre à la direction du travail. Après tout, le patron, c'est lui qui prend des risques. On ne le dit pas assez. Partout où les citoyens voient dans les malheurs qui les frappent le fruit du destin, d'une volonté divine, de leur propre échec, ou encore plus courant, le fait de plus pauvres qu'eux, les assistés, et des étrangers, les militants du mouvement ouvrier, qu'ils soient socialistes ou communistes, opposent une autre vision. Leur perception convaincante de la lutte des classes désigne l'adversaire par son nom, le bourgeois. L'idée qu'une lutte des classes caractérise notre pays et le reste du monde est, selon les quelques sondages que l'on trouve sur le sujet, majoritaire dans la population française. En 2016, 69% des Français sondés partageaient ce constat. En 2013, cette proportion s'élevait à 64% des sondés, nettement supérieure à celle des Français acquis à l'idée de la lutte des classes en 1967, époque que l'on associe pourtant à l'apogée du conflit social en France, où seuls 44% des sondés estimaient que la lutte des classes était une réalité.